6h14 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Émilie Mercadal. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente et la cofondatrice de Refim. C'est une plateforme de mise en relation entre médecins qui leur permet d'échanger directement et bien sûr de manière confidentielle pour, par exemple, solliciter l'avis d'un confrère sur le dossier d'un patient. Comment est-ce que ça fonctionne ? Ça s'adresse à tous les médecins potentiellement ou plutôt à certains spécialistes ? Donc ça s'adresse exactement à tous les médecins, donc ça veut dire des médecins à la fois généralistes, libéraux, experts dans des centres de lutte contre le cancer. Donc tous les médecins sont concernés parce que nous pouvons être à la fois experts ou en recherche d'une expertise. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, c'est une plateforme où un médecin va se connecter pour demander l'avis à un confrère, pour voir son patient, pour pouvoir participer à une réunion en digital. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme très simple qui va permettre de diminuer les déplacements des populations à la fois soignantes et patientes. Mais est-ce que les médecins collaborent de manière, on va dire, confraternelle, c'est-à-dire juste pour donner un coup de main à leurs collègues, ou est-ce que c'est un système de consultation par le biais d'un autre médecin, mais qui sera ensuite facturé au patient ? Alors en fait, la collaboration médicale, elle existe depuis la nuit des temps. Donc l'expertise, vraiment, c'est quand on signe le serment qu'on va tout de suite, en vertu du patient, échanger ensemble. Là, depuis février 2019, cet échange est remboursé par la Sécurité sociale. Cependant, ça ne coûte rien au patient. Donc, le patient va payer une consultation lambda et en sus, la Sécurité sociale va rembourser cet échange entre médecins. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être une solution aux déserts médicaux, c'est-à-dire que des patients isolés qui n'ont pas accès aux meilleurs spécialistes peuvent finalement y avoir accès justement à travers, par exemple, leur médecin généraliste? Stéphane, j'en ai plus que le sentiment, j'en ai la conviction. En fait, Refim est une entreprise à mission et notre genèse, c'est d'accélérer l'accès aux soins. On promeut un accès égalitaire aux soins, peu importe où l'on se trouve, surtout dans les déserts médicaux, là où la densité médicale est faible, et c'est aussi quelque chose qui permet de pousser les médecins à s'installer dans des zones sous-denses parce qu'ils auront à bout de clic l'accès à l'expertise. Et vous parliez tout à l'heure des cancers, il y a souvent une perte de chance parce que les patients n'arrivent pas à trouver un spécialiste dans les temps, donc l'objectif c'est évidemment de gagner du temps. Sur ce type de plateforme, il y a un sujet, c'est la confidentialité. Comment est-ce que vous assurez techniquement la confidentialité et la sécurité des données qui vont être échangées entre les médecins, puisqu'ils peuvent également partager des résultats d'analyse, d'imagerie médicale? Alors forcément, pour poser un diagnostic, ils partagent l'ensemble des données médicales, de l'analyse, d'une IRM, d'un scanner, des analyses biologiques. Nous sommes hébergeurs de données de santé, donc c'est vraiment un gage que l'État nous a donné, et on a cette certification également valable pour les pays asiatiques et pour les pays américains. Donc nous respectons la RGPD, nous avons un délégué à la protection des données qui est à demeure chez nous. Est-ce que les données sont conservées, y compris sur l'ordinateur ou le téléphone qui a permis de se connecter? Est-ce qu'il reste après l'échange des données physiques sur l'ordinateur qui a été utilisé? Donc en fait, on n'enregistre jamais les visios, par exemple. Après, si un médecin va demander à un patient d'envoyer son analyse, l'analyse va être envoyée de la part de l'ordinateur ou du téléphone du patient vers la plateforme, mais elle ne va pas rester en fait. Ça va vraiment être... Nous, on permet un transfert de données, mais le responsable de traitement des données, ce n'est pas nous. Et on le rappelle d'ailleurs, lorsque les patients envoient des données à leur médecin, que les messageries par mail ne sont absolument pas sécurisées. Tout à fait, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas sécurisé. Voilà, c'est pas considéré en tout cas comme des données en tout cas un cryptage suffisant pour les données de santé. Voilà, j'y arrive. Est-ce que vous vérifiez que les personnes sont connectés, que les personnes qui sont connectées sont bien des médecins? Comment est-ce que vous... Bien sûr. Donc en fait, aujourd'hui, nous avons 70 000 médecins qui sont connectés sur la plateforme. Nous sommes en France et dans 12 pays. Et nous avons une équipe qui est dédiée à la vérification de l'identité des médecins. Donc si je me crée un profil et je m'appelle Dr Stéphane Pedrazi, je pourrais pas me connecter? Tout à fait. Aucune chance. 70 000 médecins connectés, ça ne vous permet pas encore d'être rentable? Quel est le business model? Alors, ça ne permet pas encore d'être rentable parce que nous avons choisi de continuer la R&D. Aujourd'hui, on a 6 modules sur la plateforme, donc la téléexpertise, la téléconsultation, la réunion pluridisciplinaire. On relie les blocs opératoires entre eux également. Donc en fait, nous ne sommes pas rentables parce que nous investissons chaque euro gagné et chaque euro levé également pour améliorer ce quotidien de nos soignants. En France, on parle souvent de Doctolib, qui est une réussite. Est-ce que vous avez pour ambition de devenir le Doctolib de l'échange entre professionnels de santé? Alors oui, on pourrait, quand on s'est créé, on nous appelle le Facebook des médecins. Aujourd'hui, Meta n'a pas la même presse. Doctolib, vaut mieux être le Facebook des médecins que le TikTok des médecins. Ah, clairement. Mais aujourd'hui, Doctolib est forcément une licorne et qu'on le regarde de près. Après,
notre genèse est différente. Doctolib résout vraiment ce mal de tête de l'agenda. Nous, on essaye de résoudre d'autres problèmes et surtout d'améliorer le quotidien des médecins en améliorant, comme vous l'avez compris, l'espérance de vie des patients. C'est intéressant comme démarche parce qu'on aurait pu penser que c'était du ressort de l'administration centrale et du système de santé. Vous êtes là en fait pour boucher un trou important dans la raquette. Alors on est là pour boucher un trou, mais on est là sous l'impulsion quand même de l'administration. Comme je vous le disais, en février 2019, ce décret qui permet le remboursement donne l'impulsion. Je rentre de Polynésie française où, vous le savez, on a un gouvernement qui est différent du gouvernement français, où le remboursement n'est pas encore là. La Belgique, c'est la même chose. Donc, je fais aussi du lobbying en m'inspirant du modèle français. Donc, nous avons de la chance, comme d'entreprendre en France, d'avoir des dispositions qui nous permettent d'accélérer ça. Merci beaucoup, Émilie Mercadal, d'être venue ce matin sur Radio Classique, présidente et cofondatrice de Rofim. On a dit le Facebook des médecins. Voilà, c'est un réseau qui permet aux médecins d'entrer en contact les uns après les autres et d'avoir un avis sur la situation de leurs patients. Et c'est évidemment une des réponses aux problèmes des déserts médicaux. Un grand merci Stéphane pour l'invitation. 6h20 sur Radio Classique. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie.